cette grande idée de travailler sur les mystères de la nature et les mystères de la conscience, deux grands mystères, est-ce que, est-ce que ces deux grands mystères sont reliés? Et pour comprendre ce que fait Emmanuel, qui est assez étonnant comme développement, nous allons d'abord entendre une minute, une petite vidéo de quelqu'un qui a été cité ce matin par le prix Nobel William Phillips. C'est Freeman Dyson, un très très grand scientifique qui a été à l'Institut d'études avancées de Princeton, là où il y avait Einstein et Gödel. On écoute Freeman Dyson. Of mind, perhaps on a very different level in quantum mechanics, in the behavior of individual particles and atoms, which are governed by the rules of quantum mechanics. And the rules of quantum mechanics have this strange quality that they appear to depend on an observer, so that in some sense, when an electron decides to move from one level to another, it is making a choice. That there is something that looks perhaps mental in the way that an electron behaves. That may be only just a form of words, or it may have some reality. But at least there seems to be something in the nature of mind involved in events on the atomic level. Donc vous avez vu, il est très prudent, mais il a dit il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'esprit qui est impliqué dans les événements de base de la mécanique quantique. Et pour mieux comprendre cela, on va mettre un slide maintenant en voyant que tout ce qu'on vous a dit depuis ce matin sur les électrons, oui, je dois le passer comme ça, je pense, voilà. Donc tout ce qu'on a vu ce matin sur les électrons, quand on vous dit qu'on ne peut pas savoir quelle est la réalité avant l'observation, puisqu'on voit l'électron qui fait plus ou moins, hein, on peut prendre un terme spin up, spin down. Alors on a l'impression que, enfin, on voit que c'est complètement au hasard. Mais il y a deux types de hasard. L'ouvrage d'Emmanuel fait avec Estelle Gerven qui est avec nous s'appelle du hasard quantique à la conscience, car pour lui le hasard quantique n'est pas un vrai hasard. Le hasard réel, c'est celui qui est sans cause. Pour lui, le hasard quantique, c'est un hasard apparent. Il a une cause cachée. Et là où ça devient de plus en plus étonnant, c'est que cette cause cachée peut être dans la matière. C'est ce que nous disait Freeman Dyson, mine de rien. Il disait, voilà, il y a quelque chose dans la matière qui semble de l'ordre de l'esprit, ou elle peut être derrière la matière. L'hypothèse d'Emmanuel, c'est que cette cause est dans la matière. Alors d'abord, Emmanuel, pourquoi est-ce que, d'après vous, le hasard est apparent et ce n'est pas un hasard réel sans cause? Parlez bien près du micro. Hein. Voilà. Alors, c'est juste une hypothèse, c'est-à-dire ce n'est pas, c'est peut-être l'hypothèse qu'on a oubliée. Alors, je vais parler de chaussettes d'abord. Quand on parle des chaussettes rouges, c'est une catégorie plus restreinte que l'ensemble des chaussettes. Les chaussettes rouges, l'ensemble des chaussettes rouges est plus restreint que l'ensemble des chaussettes. Et je dis c'est la même chose pour le hasard. Pour la plupart des physiciens, quand on dit il n'y a pas quand il y a du déterminisme, il y a causalité. Quand il n'y a pas de déterminisme, c'est qu'il n'y a pas de causalité. Pourquoi? Parce que implicitement, on est en train de poser que la causalité se réduit à la causalité déterministe. C'est comme si on me disait les chaussettes et les chaussettes rouges, c'est la même catégorie de choses. Et je dis que non, peut-être qu'il existe des causalités non déterministes. C'est-à-dire ce qui impliquerait que quand il y a des ruptures de déterminisme, et donc qu'on va observer l'émergence d'un hasard, et je pense évidemment au hasard quantique, eh bien ça n'implique pas forcément qu'il n'y a pas de causalité. Ça n'implique pas forcément la causalité avec un A privatif. Ça veut juste dire que peut-être il y a une autre causalité à l'œuvre qui n'est pas déterministe. C'est exactement comme les chaussettes vertes ne rentrent pas dans la catégorie des chaussettes rouges. Ce sont quand même des chaussettes. Voilà. Et donc, on s'est précipité. Quand vous parlez avec la plupart des physiciens, pour eux, il n'y a même pas de réflexion là-dessus. Causalité égale causalité déterministe. Et je dis qu'on a peut-être oublié cette hypothèse, cette possibilité qu'il existe une causalité non déterministe qui va se traduire phénoménologiquement. Causalité déterministe, c'est un contenu. C'est pour ça que parfois je parle, un peu pour plaisanter, du hasard de boîte pleine, sachant que le hasard
sans acausal, c'est le hasard de boîte vide. C'est-à-dire, il y a cette boîte, ça représente le hasard. À l'intérieur de la boîte, il n'y a rien. C'est le hasard acausal, pas de cause. Et par contre, le hasard de boîte pleine, ça veut dire qu'il y a une cause. Et comme ça ne peut pas être déterministe, eh bien, c'est une cause non déterministe. Et peut-être qu'on a oublié cette possibilité. Ce qui veut dire, et moi je fais cette hypothèse parce que justement elle a été oubliée et peut-être qu'elle est plus intéressante que l'autre. Et je dis que peut-être qu'à l'intérieur même de la particule élémentaire, en fait je la compare à un œuf poché. Vous voyez un œuf poché, donc ça c'est un concept scientifique assez sophistiqué, je m'en excuse. L'œuf poché, vous ne voyez qu'une seule chose, c'est le blanc. C'est ce qu'on appelle l'albumine coagulée. Mais à l'intérieur, vous savez qu'il y a un jaune. Et moi, je dis, une particule élémentaire, c'est la même chose. Elle a une partie déterministe, une partie matérielle au sens, je dirais, presque traditionnel du terme, qui est son blanc d'œuf. Mais à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose qui est justement cette causalité non déterministe qui serait le jaune d'œuf et qui serait une forme de pouvoir décisionnel. Et quand ce pouvoir décisionnel, pour des raisons que je peux expliquer, mais on n'aura pas le temps là, se réveille, c'est-à-dire ce pouvoir décisionnel, pourquoi il n'est pas visible en temps normal? Le jaune, c'est parce qu'il est à l'intérieur du blanc, dans l'œuf poché, mais la particule élémentaire, pourquoi on ne voit pas l'équivalent du jaune? C'est parce qu'en temps normal, c'est-à-dire la plupart du temps, cette causalité interne est endormie. Elle ne fait rien, elle est inerte. Tout se passe comme si elle n'existait pas, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et dans certaines circonstances, encore une fois, que l'on peut déterminer, on peut comprendre pourquoi, elle va se réveiller, et à ce moment-là, cette causalité non déterministe va faire irruption dans le réel, et la seule chose que le physicien va pouvoir voir, il n'a pas accès au jaune, ça c'est un contenu non visible. La seule chose qu'il va avoir, c'est la trace de l'action de cette causalité non déterministe qui va s'appeler tout simplement le hasard quantique. Donc, dans mon hypothèse, je suis en train de requalifier, de réinterpréter le hasard quantique. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, je dis seulement que c'est une possibilité qu'on a oubliée. Emmanuel, on va essayer de mieux comprendre. Attends, on va essayer de mieux comprendre d'abord ce que tu dis. Donc, pour faire simple, il y a une fonction d'onde qui est déterministe et que tout le monde voit, et il y a un phénomène qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, qui est jusqu'ici totalement vu comme indéterministe. Ce que tu dis, pour être très clair, c'est tu parles en fait d'un libre arbitre. Tu dis qu'il y a ce que tu appelles effectivement la causalité, quand tu dis que c'est quelque chose qui est déterministe, mais que ça paraît être du hasard, mais qu'en fait il y a du déterminisme derrière. Je pense que, pour donner un bon exemple, c'est tu prends un repas, tu manges toujours le même plat, mais à chaque fois tu choisis dessert ou fromage. Et c'est un choix libre, c'est un choix fait par un être humain. Et donc quand on voit la particule faire ce choix, oui ou non, up ou down, ou plus ou moins, pour toi, ça fait partie en quelque sorte d'une goutte de libre arbitre de la particule. Et c'est pour ça que ça nous paraît si bizarre, et c'est pour ça qu'en physique quantique, d'après toi, enfin nous constatons tous qu'en physique quantique, quand on fait la même expérience avec la même personne, on peut avoir des résultats complètement différents, alors qu'en physique classique, vous faites la même expérience dans le même cadre avec la même personne, vous avez toujours le même résultat. Donc il y a quelque chose qui échappe, soit c'est du hasard pur, soit c'est le libre arbitre de la particule. C'est bien ça? Alors, le mot libre arbitre s'agissant d'une particule élémentaire est un peu trop fort. Je suis d'accord, c'était pour simplifier. Mais on va dire que c'est de même nature, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle un pouvoir décisionnel. Et alors qui est rudimentaire au niveau de la particule élémentaire. Et alors, ce qui est intéressant, en deuxième hypothèse, c'est une hypothèse que je rajoute, je dis que partout où il y a du pouvoir décisionnel, et nous en faisons l'expérience, il y a derrière quelque chose qui s'appelle le psychisme. Alors encore une fois, au niveau de la particule élémentaire, de même que ce n'est pas du vrai libre arbitre, ce n'est pas de la conscience, c'est juste quelque chose de même nature qu'on va appeler le psychisme. Et donc je dis, alors c'est ce que j'appellerais, c'est une forme de panpsychisme quelque part, et donc je dis que dans cette particule élémentaire, j'insère du non-visible qui est un pouvoir décisionnel de nature psychique, c'est le jaune d'œuf. Et ceci me permet de comprendre la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique.
et d'autres phénomènes. Et ça me permet aussi de comprendre l'intrication dont on a parlé ce matin. Pourquoi ? Parce que le jaune d'œuf n'est pas matériel. Ça veut dire qu'il échappe aux lois, aux contraintes habituelles de la matière, du blanc d'œuf, pour faire simple. Et parmi ces contraintes, il y a l'espace-temps relativiste. Et vous vous souvenez, on a dit ce matin que les deux particules peuvent être éloignées aux deux bouts de l'univers. Je mesure l'une, ça va changer instantanément l'autre. Ce qui d'ailleurs est complètement incompatible avec la théorie a priori d'Einstein, avec la relativité. Pourquoi ça peut marcher comme ça ? Eh bien, parce que la façon dont je réinterprète l'intrication, c'est par exemple deux particules qui se sont entrechoquées et s'éloignent à nouveau, restent connectées au niveau de leur jaune d'œuf. Et ce jaune d'œuf a trois avantages. Un, il est invisible, donc on ne voit pas ce lien. Deux, il est aveugle aux distances, donc que mes deux particules soient à 2 mètres de distance ou à 3 milliards de kilomètres, ce sera exactement pareil. Et troisième chose, quand l'une va prendre une décision, c'est l'ensemble des deux jaunes qui sont soudés l'un à l'autre qui vont prendre une décision collective. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir constater les corrélations non locales de la non-séparabilité. Donc tout ça pour dire, ce n'est qu'une hypothèse, mais ça me permet quand même de donner sens aux phénomènes quantiques qui n'étaient pas compris. Je rajoute aussi autre chose, c'est que si nous avons la réduction du paquet d'ongles ou le saut quantique ou le problème de la mesure et l'intrication, c'est en fait, et ça je le montre dans les articles, je n'aurai pas le temps de le justifier ici, c'est pour des raisons de cohérence. Ce que je veux dire par là, c'est que si la nature ne s'était pas équipée de ces phénomènes bizarroïdes, elle serait incohérente. Voilà. Alors, donc on comprend pourquoi ça existe. On va essayer de mieux comprendre ta pensée, Emmanuel, je suis là pour ça. Donc, d'abord, ce que tu dis, c'est que dans une particule élémentaire, il y a 2 dimensions dans toutes les particules de tout l'univers. Il y a une dimension physique que la science constate, et il y a une dimension, c'est le blanc d'œuf, et il y a une dimension psychique qui est le jaune. Ça, c'est point numéro 1. Le point numéro 2, tu viens d'expliquer que en fait, ce modèle n'est pas gratuit, c'est pour des questions que tu appelles la cohérence quantique. Et cette cohérence, elle est au moment, par exemple, où une particule est prise en défaut ou au piège dans la fameuse expérience des doubles fentes, elle ne peut pas apparaître comme nous. Inès vous a bien dit que la particule n'est ni là ni ailleurs, elle est nulle part, mais au moment où on mesure, elle doit apparaître à un endroit précis. Elle ne peut pas passer par 2 fentes en même temps. Donc ce système que tu as lors de la réduction du paquet d'ondes, tu appelles ça pour préserver la cohérence de la nature. À ce moment-là, pour toi, le jaune d'œuf commence à agir et le jaune d'œuf fait ce phénomène très bizarre qui est que effectivement on a l'impression que c'est du hasard, mais en fait c'est comme si on regardait sortir d'une cuisine, dans mon exemple de tout à l'heure, dessert, 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 fromage, dessert, fromage, dessert, fromage, fromage, dessert, dessert, fromage. On a l'impression que c'est complètement du hasard, mais c'est parce qu'il y a des êtres humains qui ont choisi chacun un fromage ou un dessert. Donc en fait ce qui nous paraît être du hasard pour une caméra qui serait à la sortie de la cuisine serait pas du tout du hasard, c'est des choix libres qu'il y a derrière. C'est ça l'hypothèse d'Emmanuel, mais il ne s'arrête pas là. Il dit que la fameuse entanglement, la non-séparabilité quantique, c'est justement ces parties invisibles, immatérielles, au-delà de l'espace-temps. C'est pas dans l'espace-temps pour toi, qui communiquent entre elles, et c'est pour ça que ça viole pas les lois d'Einstein, parce que c'est pas dans notre niveau de réalité. C'est bien ça. Il n'y a pas, voilà, il y a pas un mouvement. Oui, ça ne viole pas les lois d'Einstein, voilà, on est bien d'accord. Donc il y a, et alors maintenant, l'Emmanuel va encore plus loin. Emmanuel pense que pourquoi le cerveau est l'organe de la conscience. À cause de ce modèle-là, tu penses pouvoir expliquer pourquoi c'est le cerveau et pas le cœur ou autre chose, l'organe de la conscience. Peux-tu me dire pourquoi ? Alors, là encore, je suis obligé d'en parler à peine. Alors, ce que je voulais dire, c'est quand même, j'ai des articles, alors, soit des livres en français... Non, parle pas de tes articles. D'accord, ok. Parle pas de tes articles. Qui étaient en anglais. Il y a un livre, il a fait un livre sur le hasard quantique et voilà. du hasard quantique et la conscience pour le grand public. Alors, ne parle pas de tes articles. Alors, effectivement, trop technique. Si on met non pas un tigre dans le moteur, mais du psychisme au niveau de la particule élémentaire, on peut se dire, est-ce que ça va me permettre d'envisager le mystère du cerveau conscient, la conscience ordinaire, hein, attention, je ne parle pas de l'âme et tout ça, et ce n'est pas une fin de non-recevoir pour l'âme, au contraire, on verra qu'elle a sa place si on a le temps. Donc, est-ce que sur cette base-là, de ce panpsychisme quantique, on pourrait l'appeler,
je peux envisager le mystère du cerveau conscient sous un jour nouveau et éventuellement commencer à le comprendre? Alors la réponse c'est oui. Il se trouve que pour passer de la matière inerte, du blanc d'œuf avec le jaune d'œuf qui est totalement inerte dedans, à quelque chose de l'ordre de la conscience, c'est-à-dire passer du psychisme à la conscience, en fait il y a 2 modifications. Le premier, c'est le jaune d'œuf. Je vous ai dit qu'en temps normal, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas, il dort, il est endormi, il est latent. J'appelle ça l'état de latence du jaune d'œuf. Et quand il est latent, on est dans l'état effectivement de la fonction d'onde, on est dans l'état ondulatoire. Mais dans certaines conditions, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer, l'électron, par exemple, va être obligé de faire un choix sous peine de rendre la nature incohérente. Voilà. Et dans ce cas-là, le jaune d'œuf devient actif. C'est comme si une petite lueur de proto-conscience s'allumait, alors que sinon, elle est éteinte quand le psychisme est latent. Donc, vous avez une petite lueur. Mais vous avez en plus une agrégation, une possible fusion de ces petites lueurs, et c'est justement l'entanglement, l'intrication. Donc, je peux comprendre le passage des petits jaunes d'œufs qui sont silencieux à une entité macro-psychique qui serait de l'ordre de la conscience ordinaire, par, d'une part, le réveil simultané de plein de ces petites, des jaunes d'œufs qui deviennent autant de petites lueurs et qui sont connectés par des liens d'intrication. Et à ce moment-là, j'ai une espèce d'effet de masse qui fait que le niveau, on va dire, de conscience ou de psychisme inhérent à ces grands agrégats va être de plus en plus élevé et que peut-être c'est grâce à ça que la nature va réussir à faire apparaître des niveaux de conscience. Je parle bien de conscience ordinaire. Alors attends, on essaie de comprendre. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que le cerveau est un organe qui permet de faire, enfin certaines parties du cerveau permettent de faire à chaque instant des milliards et des milliards d'intrications quantiques entre les particules du cerveau, et que ces milliards et ces milliards d'intrications quantiques vont faire que les jaunes d'œufs fusionnent et créent, en quelque sorte, par un phénomène d'émergence, un super jaune d'œuf qui serait une conscience. Absolument. C'est bien ça ton modèle. Absolument. Voilà. Alors, pour rentrer un petit peu dans le charbon des détails, en fait, il y a 2 éléments auxquels il y a un truc que j'appelle les paralgènes, peu importe, mais des petites structures qui permettent le réveil des jaunes d'œufs, les petites lueurs élémentaires. Et il y a une autre chose qui va permettre d'orchestrer les connexions d'intrication, et je pense notamment à quelque chose qu'on appelle les colonnes corticales. Mais enfin bon, je ne vais pas rentrer on dans va les pas rentrer en détails. détail, mais l'idée Voilà. c'est qu'il y a des modèles comme ça pour que le grand public comprenne, par exemple par le prix Nobel Roger Penrose et Stuart Hameroff qui ont fait des modèles sur les microtubules en disant que la conscience pouvait expliquer et sortir au niveau quantique de phénomènes quantiques dans les microtubules. Donc tu as un modèle sur lequel on ne va surtout pas rentrer dans les détails, mais un modèle qui peut éventuellement un jour être testé par rapport aux structures du cerveau. L'idée étant donc que le cerveau serait l'organe de la conscience parce que c'est une espèce de giga-intrication quantique qui se produit. Alors, c'est bien ça. Si on veut utiliser une métaphore, on peut considérer que, en ce qui concerne la conscience ordinaire, le cerveau est comme une lampe à conscience. C'est-à-dire, vous avez une lampe, on va dire les petites particules, les petits jaunes d'œufs qui sont réveillés, c'est comme un petit photon. Si elle émet très peu de photons, vous allez avoir une lumière totalement négligeable qui peut aller, s'il y a beaucoup de photons qui sont émis simultanément, qui va faire une lumière tout à fait intense, comme celle du soleil. Et pour le cerveau, ce serait un petit peu la même chose. C'est-à-dire, quand je suis, par exemple, dans un état comateux, il n'y a presque pas d'activité de ces jaunes d'œufs qui sont réveillés simultanément. Quand je rêve, il y en a un peu plus. Quand je suis, et ainsi de suite. Quand je suis dans un état de semi et quand je suis très bien réveillé, il y en a beaucoup. C'est un peu la métaphore. Alors, Voilà. pour finir, dans ton modèle, il paraît quand même assez réductionniste puisque c'est un modèle qui fait bottom-up, c'est-à-dire que tu as des gouttes de psychisme qui vont se coaguler pour faire une conscience. Pourtant, dans ton livre sur le hasard quantique et la conscience, tu parles justement de Dieu et ta vision de Dieu, donc tu n'es pas que du panpsychisme. Comment tu arrives à cette vision de Dieu avec un modèle qui paraît assez, vu de l'extérieur, assez, pas réducteur, mais quand même un peu matérialiste? Oui, alors, peut-être avant de répondre à la question, 2 petites choses.
il y a un problème qu'on appelle le binding problem en anglais, c'est-à-dire comment se fait-il que des choses qui se passent dans mon cerveau vont être scindées, vont fusionner au sein d'un même sentiment de vécu. Par exemple, je vois une pomme, je vois sa couleur, je vois son poids, je vois son odeur et tout ça c'est géré par le cerveau dans des zones différentes. Comment se fait l'unification? On n'a pas de réponse physiologique. Et je dis que la réponse pour moi, c'est à nouveau l'intrication. L'intrication ne se voit pas. Donc les neuros ne verront jamais. S'ils n'ont pas la bonne théorie de départ, ils ne pourront jamais comprendre ce phénomène. Deuxième chose, une des grandes objections qui sont faites sur le panpsychisme, c'est justement de dire le combination problem. C'est de dire, mais toutes ces petites noisettes de psychisme qu'on met dans la matière, comment à partir de là, je vais pouvoir faire une entité macropsychique, justement comme des esprits? Eh bien, la même réponse, c'est entanglement, c'est-à-dire l'intrication conçue comme une soudure, psychique. On a bien compris le rôle de l'intrication. Voilà. Alors, pour toi. maintenant, où est-ce que je vais mettre Dieu là-dedans tout ça? Je vous ai parlé que de la conscience ordinaire jusqu'à présent. Et le jaune d'œuf, pour moi, alors j'appelle ça la l'holomatière, mais enfin peu importe, c'est barbare. Non. Une matière complétée avec ce blanc d'œuf et ce jaune d'œuf. Ce qui veut dire que dans notre monde manifesté, partout dans la matière où je vais avoir des noisettes de psychique, ça va être adjoint à du blanc d'œuf qui vient le limiter. C'est-à-dire moi-même, par exemple, je peux décider de bouger la forme de mon bras, mais je ne peux pas décider d'avoir un bras de 3 mètres de long qui devient vert, qui devient fluo et tout ça. Je suis limité. Imaginons un instant qu'il existe un être, on prend l'asymptote de mon modèle, imaginons un instant qu'il existe un être qui a j'appelle ça l'endocausalité, cette causalité interne, non déterministe, qui a cette propriété, comme du jaune d'œuf, sans le blanc d'œuf. Une telle entité a une créativité, une liberté totale. Pour moi, c'est là où je mets Dieu, le divin et le domaine de la transcendance. Donc tout ça pour dire, et c'est une excellente question, mon modèle qui part à la limite du rat des pâquerettes, eh bien c'est bottom-up. Voilà. Et je ne l'ai pas posé au départ. Alors, pour terminer, je veux dire que ce qui est important, voyez-vous, c'est le nombre, quand on commence à parler de la physique quantique, c'est le nombre de portes que ça ouvre. J'ai mentionné un modèle de Roger Penrose. Mario Beauregard a fait avec un grand physicien, Henri Stapp, qu'on entendra cet après-midi, Mario Beauregard, un autre modèle sur physique quantique et conscience. Ce qui est intéressant dans le travail d'Emmanuel, c'est de voir comment il est possible, juste à titre d'hypothèse, mais comment il est possible de voir que les deux grands mystères, la nature de la conscience et la nature de réalité, peuvent se rejoindre, et je pense que c'est ça qui t'a donné l'idée de développer cette théorie, c'est une vision, une forme d'unification. Absolument. Je dirais que quand j'étais un peu étudiant, j'aime pas ne pas comprendre quelque chose. Chacun a ses limites. Et effectivement, les deux problèmes conceptuels de la physique quantique, je me disais peut-être on a mal posé le problème, et je dirais qu'une partie du problème, c'est qu'en fait, at the back of our mind, derrière notre esprit, on est quand même assez prisonnier des concepts classiques et pré-quantiques. Alors ça se voit au niveau de la particule, il n'y a pas de notion de particule en physique quantique, on parle de ondes particules, mais il n'y a pas de particules, là encore ce serait un autre débat. Et deuxième chose, quand on parle de réalisme, pourquoi on dit le réalisme est mort? Parce qu'on pense au réalisme au sens classique du terme, mais il y a un réalisme possible, seulement il est quantique, c'est pas le même. Voilà. Et donc c'était ces deux problèmes. Je me disais, mais peut-être que la base conceptuelle de nos réflexions n'est pas la bonne. Et deuxième chose, effectivement, le problème du cerveau conscient. Je me suis dit, on a une machine, le foie n'arrive pas à faire ça, il doit y avoir un niveau d'explication, et je ne posais pas le problème de la conscience, je me contentais de poser le problème de l'interface, ce qu'on appelle la fonction sensorimotrice. Comment se fait-il que j'ai une phase, j'ai un niveau matériel, celui du blanc d'œuf, qui arrive à dialoguer avec un niveau de psychisme qui est celui du jaune d'œuf, de façon sensorielle et motrice. Et ça, pour moi, c'était un problème parfaitement scientifique. Et depuis l'avènement de la physique quantique, je me suis assez rapidement convaincu qu'on avait toutes les réponses au problème si on savait bien le poser. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous voyez, c'est de la science. C'est de la science en train de se faire. Vous en aurez cet après-midi. On est aussi capable d'être un peu audacieux et de vous présenter des modèles spéculatifs mais intéressants. Maintenant.